On parle souvent de parentalité parfaite, mais on parle rarement de ce que ça coûte d'essayer d'être parfait, de ce que ça coûte à nos enfants, mais de ce que ça nous coûte aussi à nous. Et si le parent parfait n'était pas un idéal, mais un mythe, et un mythe qui nous éloigne de nous-mêmes? Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui. Je suis Stéphane, coach parental et familial, sophrologue et maman de 3 enfants. Ici, sur ce podcast, je vous parle du vrai quotidien des parents. Pas celui qu'on idéalise, pas celui qu'on cache, pas celui qu'on juge non plus, mais le vrai, celui qu'on croise un peu au détour d'une conversation, tous les jours. Celui qu'on traverse aussi, avec ses doutes, ses élans, ses contradictions. Ce podcast, il n'est pas là pour nous dire comment être un bon parent, mais il est là pour aider les parents, pour que les parents puissent rester eux-mêmes dans la relation avec leurs enfants. Quel parent ou futur parent n'est pas tombé dans le piège du mythe du parent parfait? Que celui qui n'a jamais dit « moi, quand je serai parent, je ne ferai jamais ceci ou cela ». Ou alors « moi, quand je serai parent, mes enfants ne feront jamais ceci ou cela ». Si cette phrase vous a un jour traversé l'esprit, cet épisode est pour vous. La liste des possibles du « moi, quand je serai parent » concerne aussi bien les émotions que certains comportements ou que certaines actions ou activités. Ça va de « je ne crierai jamais » ou « je ne l'énerverai jamais » ou « mais bien sûr qu'ils n'auront pas d'écran avant tel âge. Bien sûr que je ne les mettrai jamais devant un film pour avoir la paix. Ou bien sûr qu'ils mangeront du fait maison tous les jours et qu'ils mangeront équilibré à tous les repas. » J'ai envie de dire qu'avant de devenir parent, on se dit tous « moi, je ferai mieux ». Ou autrement en tout cas, jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Et ce n'est pas un problème en soi. Je ne dis pas tout cela pour juger ou culpabiliser. Moi aussi, je l'ai fait. Et moi aussi, je l'ai dit. Mais plutôt pour ouvrir un espace de discussion ou un espace de réflexion. Parce qu'en fait, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma pratique de coach, je n'ai jamais vu un seul parent qui n'a jamais eu ce fantasme, celui de faire mieux. Parce que quand on est parent, ou qu'on s'apprête à le devenir, ce qu'on veut pour notre enfant, c'est juste le mieux. On veut juste protéger nos enfants, parce que ça fait partie de notre rôle de parent. Et c'est pour cela qu'on essaye de bien faire. Sauf qu'au lieu de bien faire ou de faire bien, on essaie sans le savoir de le faire parfaitement, d'être parfait, d'être un parent parfait. Pendant longtemps, j'ai cru juste faire ce qu'il fallait, alors qu'en réalité, je visais la lune, à qu'à la perfection. Dans cet épisode, je vais mettre à mal ce mythe de la perfection, et surtout celui du parent parfait. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti pour un nouvel épisode de l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui, et ça risque de tanguer. Je vais essayer de vous raconter l'histoire de ce mythe, mais c'est une histoire que je raconte avec mes mots et ma vision. Quand on devient parent, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'à la fois, on est le parent de notre enfant, mais on est aussi un adulte avec notre propre histoire et notre propre vécu. Et on est encore l'enfant de quelqu'un souvent. C'est un peu comme à l'adolescence où on change de statut et on entame un processus d'individuation et on traverse un peu cette même phase. Cette phase où on apprend à devenir non pas quelqu'un d'autre, mais quelque chose d'autre, à prendre un nouveau rôle, un nouveau statut. Quand on devient parent, il s'agit pour nous de muer, de devenir parent. Et comme à l'adolescence, on cherche des repères,
et on remet en question certaines choses, d'où l'opposition avec les parents, avec nos propres parents. Et comme à l'adolescence, on a des vraies questions, parfois sans réponse, et on doute. Quand on devient parent, on se remémore notre enfance et on regarde non pas ce qui était bien, mais souvent on va se remémorer ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a blessés, ce qui nous a manqué, et on espère corriger cela dans notre parentalité. Pour notre enfant, bien sûr, pour qu'il ne souffre pas des mêmes choses que nous, qu'il n'ait pas les mêmes manques que nous. Mais quelque part, on le fait aussi pour notre enfant intérieur. Et tout ça, ça se fait de manière plus ou moins consciente. Mais toujours est-il que le résultat est là. On prend le meilleur de notre enfance pour le garder et on regarde ce qui nous a moins plu ou ce qui nous a fait souffrir pour ne pas faire la même chose. Voire, parfois, on prend carrément le contre-pied. Alors, ça peut être des préceptes, des injonctions aussi, pour lesquelles on prend le contre-pied. Cela peut être le fait aussi d'être plus présent parce que nos parents travaillaient trop de notre point de vue d'enfant. Cela peut être aussi laisser plus de liberté parce qu'on était très contraints. Mais ça peut être tout autre chose. Ce fantasme n'est pas là pour juger les générations précédentes. Il est plus là pour nous protéger et combler les manques ou les blessures qu'on a pu vivre et ressentir dans notre enfance ou dans notre adolescence. Je le redis, et j'espère que vous l'entendez, on ne cherche pas à faire mieux que nos parents. On cherche à ne pas refaire ce qui nous a fait du mal. Dans ce mythe, il n'est pas vraiment question d'ego. Ce n'est pas une compétition de qui fait le mieux ou qui va faire le mieux. Il est question de réparation et de venir soulager la douleur que l'on a vécue enfant et que notre enfant intérieur continue de vivre peut-être aussi. Le problème de ce mythe est que l'on va chercher la réparation ailleurs, n'importe où parfois. Je le sais d'autant mieux que je l'ai fait. Plus c'est éloigné de notre vécu, plus on aura l'impression que c'est la solution. Qu'avec cet outil, cette méthode, ce livre, on a la clé pour devenir le meilleur parent pour notre enfant et ne pas faire ce qu'on s'est promis, juré, craché de ne pas faire. Et c'est en partie vrai. Parce que finalement, dans tous ces conseils, dans tous ces livres, dans toutes ces méthodes, il y a aussi du bon. Je n'ai jamais lu ou écouté quelqu'un qui ne disait que des choses erronées. Même chez certains pour lesquels je ne partage absolument pas le point de vue, j'admets qu'il y a du bon et du vrai, et que tout n'est pas à jeter. Malheureusement, bien souvent, on s'engouffre dans tout cela tête baissée. On veut un peu de la fast parentalité, des trucs simples, faciles, rapides et pas trop coûteux. Et c'est là qu'on se trompe souvent, sur ce que cela nous coûte. Mais on y reviendra dans quelques minutes. On consomme la parentalité comme on consommerait n'importe quel produit de grande consommation. Le seul problème, c'est qu'on devient presque un consommateur compulsif sans prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul ou de prendre son temps pour le laisser infuser. La conséquence? Des injonctions qui vont dans tous les sens, des pertes de repères et surtout la recherche d'une recette qui n'existe pas, un guide pratique pour pouvoir appliquer la recette à la lettre. Sauf que si je prends l'analogie de la recette et si vous regardez un peu les livres de cuisine, pour un même plat, il y a plein de recettes différentes. Ce ne sont pas forcément les mêmes ingrédients, pas les mêmes épices aussi parfois. Certaines fois, il y a en plus la touche du chef, au moment de la cuisson ou dans les épices qu'il rajoute, ou dans ce petit plus qui fait que c'est sa recette signature et que cela nous plaît. Sauf que cette recette peut nous convenir à nous, mais pas forcément à quelqu'un d'autre, y compris dans notre famille. Cette recette que vous voulez appliquer à la lettre, il faut qu'elle vous convienne à vous, en tant que parent, mais aussi à vos enfants, tous vos enfants. Et souvent, en parentalité, on pense au bien de nos enfants, mais pas à notre propre bien-être.
On essaiera de rendre la vie agréable à nos enfants, de veiller à leur bon développement, à ce qu'ils ressentent de bonnes choses, au risque de nous oublier. Pourquoi je vous le dis? Parce que j'ai fait cette erreur moi aussi, de m'effacer progressivement. Le résultat? Je respectais les émotions de mes enfants, sans problème, mais je n'écoutais plus les miennes. Et c'est à ce moment-là que quelque chose commence à se déséquilibrer. Si je résume en fait, et si la parentalité faisait partie des matières enseignées à l'école, quand on est dans ce cas-là, de vouloir être parfait, on voudrait avoir la meilleure note sur notre bulletin. Ce syndrome de la bonne élève en parentalité nous abîme. Ça, c'est sûr. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas la seule cause du fait qu'on soit abîmé. Parfois, on reçoit une remarque, un conseil qu'on n'a jamais demandé, et cela nous touche plus que cela ne devrait. Parfois, c'est une remarque anodine ou une phrase qui commence par « tu devrais » ou alors « moi, je faisais » ou « je fais comme ça ». Et ces petites phrases sont autant de coups qui écornent la confiance des parents. Toutes ces phrases et remarques qu'on reçoit, elles nous font douter en tant que parents. Elles nous ébranlent dans nos certitudes. Imaginez un peu les dégâts que la simple phrase « si ton enfant va mal, c'est que tu fais mal » ou « ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ». Moi, si j'étais toi, je ferais ou je réagirais. Et bien sûr, c'est différent. Toutes ces petites phrases, tout ce type de phrases-là, touchent toujours là où ça fait le plus mal. La peur de mal faire. Et là, ce n'est pas bonjour tristesse, mais bonjour culpabilité et coucou peur pour le futur de mon enfant. Imaginez un instant la scène suivante. Et c'est une scène que j'ai vraiment vécue avec un de mes enfants. Retour d'école, un enfant crevé, un autre contrarié dans la poussette. Je ne sais même plus pourquoi, mais il hurlait dans la rue comme seul un jeune enfant peut le faire. Il était en colère. Et je ne nie pas que c'était compliqué et pas vraiment agréable pour les gens qui m'entouraient, ni même pour moi, et encore moins pour lui. Et là, dans la rue, une dame âgée m'aborde pour me demander si j'ai besoin d'aide. Jusque-là, tout va bien. Et après, elle enchaîne en me demandant si je veux qu'elle donne une fessée à mon enfant. Et là, j'ai buggé. J'ai refusé, mais j'ai surtout buggé tellement c'était surréaliste. Hyper intrusif. Hyper violent aussi. Cette simple phrase, sous couvert de me rendre service, mettait en doute mes compétences parentales. Rejeter l'émotion de mon enfant parce que je ne savais pas le tenir ou quoi que ce soit d'autre, parce que j'étais responsable de l'émotion de mon enfant et il fallait que je fasse quelque chose pour arrêter cette colère et le canaliser. Tout ça en quelques mots. Cette dame croyait certainement bien faire et me donnait un précieux conseil et elle s'est posée clairement en sauveuse de la situation. Car c'est comme ça qu'on lui avait appris à gérer ce genre de situation et qu'elle-même avait fait certainement avec le résultat escompté, la disparition des colères. Ça, c'est ce qu'elle croyait. Mais on y reviendra dans un autre épisode. Et c'est souvent comme ça que la violence se transmet, sous couvert d'aide. Là, j'ai pas envie d'ouvrir un débat ni de parler de la gestion des émotions des enfants et de celle des parents. Ça, on le traitera dans un sujet à part, dans un autre épisode. Mais le message que je veux faire passer, c'est que plutôt que de me soutenir et de m'aider, cette proposition m'a fragilisée. Elle m'a remise en question et j'ai culpabilisé car j'étais responsable de la colère de mon enfant et je n'avais pas su comment la gérer. Et bien souvent, les conseils qu'on reçoit concernent les comportements de nos enfants qui dérangent, pas quand ils sont souriants, calmes, obéissants. Et ces attentes vis-à-vis des enfants, on en parlera aussi dans un autre épisode. Mais c'est cette accumulation de petites phrases, de petites injonctions, de petites piques, qui n'en sont pas forcément, qui fait vaciller notre confiance en nous et qui nous font remettre en question nos compétences.
Et à force de vaciller, la statue tombe et finit par se casser. Et quand la statue tombe, ce n'est pas un échec, c'est juste un signal. Alors, quand elle tombe, parfois elle se fendille, d'autres fois elle éclate en 1000 morceaux. Selon les chocs, il est plus ou moins facile de réparer. Parfois, quand elle se fendille, la fissure avec le temps s'agrandit. La statue est quasi intacte, parfois ça ne se voit même pas à l'œil nu. Il faut avoir le nez dessus pour voir toutes les fissures et tous les petits morceaux qui manquent. C'est la même chose avec les parents. À force, ces petites piques et remarques laissent des traces plus ou moins profondes. Chez moi, ça a fini en burn-out parental. Vous dire que c'était agréable serait bien évidemment un mensonge. Mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi ça qui a provoqué un électrochoc et qui m'a réveillée. J'ai toujours des fissures et des morceaux qui manquent, mais à force de travail et d'introspection, et à force de mieux me connaître aussi, les fissures se colmatent. Et aujourd'hui, avec tout le travail que je fais sur moi-même, je peux répondre plus sereinement aux questions comme: qui suis-je? Quel parent ai-je envie d'être? Qu'est-ce que je veux transmettre? Ces 3 questions, retenez-les bien. Qui suis-je? Quel parent ai-je envie d'être? Et qu'est-ce que je veux transmettre? Les réponses à ces questions ne sont pas évidentes. Le travail n'est pas facile et surtout, j'ai envie de vous dire qu'il continue. Parce que le qui suis-je, par exemple, il évolue tout le temps. Et la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la personne que je serai demain. Même si je reste la même, j'évolue. Du coup, le qui suis-je évolue aussi. Les réponses que je vous donnerai à ces 3 questions aujourd'hui ne sont certainement pas les mêmes que celles que je donnerai dans 5 ans ou même dans 6 mois. Mes réponses évoluent en même temps que je grandis dans mon rôle de mère et que je grandis tout court, dans mon rôle de femme et d'humain. Mais mes réponses s'appuient sur mes forces, mes faiblesses, mes valeurs. Et surtout, je peux les donner parce que je me connais mieux. Ce n'est pas tellement qu'avant j'étais une mauvaise mère, c'est juste que je ne savais pas quelle mère j'étais et quelle mère je voulais être. Je n'avais jamais réfléchi à ces questions avant. Il m'a fallu 7 électrochocs pour que je me penche sur le sujet. Et surtout, il m'a fallu 7 électrochocs pour reprendre ma place et redevenir qui j'étais, et pas celle que je croyais être ou la mère idéale décrite dans les livres. Aujourd'hui, je révisais ma vision de la parentalité. Je ne veux pas être une mère parfaite. Non. Je veux être la meilleure mère pour chacun de mes enfants. Et pour être la meilleure mère pour mes enfants, il faut aussi que j'accepte mes failles et mes faiblesses, que j'accepte que parfois, je fais des erreurs. J'ai envie de vous dire que la perfection rassure les adultes. En revanche, ce qui sécurise les enfants, c'est l'authenticité. Car pour moi, être un bon parent, c'est être un parent authentique. Un parent dont la relation avec ses enfants est juste et vraie. Un parent qui accepte aussi d'être humain et pas un surhomme ou une surfemme. Et pour cela veut aussi dire prendre soin de soi. Devenir sa priorité. Cela veut dire montrer l'exemple à ses enfants. Pas dans la perfection, mais plutôt comme un « je fais ce que je dis ». Comme je t'apprends à écouter et à respecter tes émotions en écoutant les miennes et en les respectant. Je t'apprends à poser tes limites en te montrant que moi aussi j'ai des limites et en acceptant de les poser et de les tenir. Je t'apprends à apprendre de tes erreurs en acceptant de faire des erreurs et en les reconnaissant comme telles, même dans mon rôle de maman. Tout cela peut vous sembler évident, mais prenez votre télécommande et faites un retour en arrière pour réécouter ce passage, ou faites une pause et regardez ce que vous ressentez à l'écoute de ces mots, de tous ces mots. Oui, ça peut vous sembler évident,
Mais c'est une évidence qui est loin d'être évidente. Ces réflexions vous proposent une nouvelle définition de ce qu'est un bon parent. C'est la définition que je propose et qui est à construire avec vous. Mais c'est une définition que je ne vois pas souvent. En tout cas, je ne l'ai pas lue souvent. Peut-être que le problème n'a jamais été de ne pas être assez. Peut-être que le vrai risque, c'est de s'oublier en essayant de bien faire. La parentalité n'est pas une performance à réussir. Il n'y a pas de KPI dans la parentalité. C'est une relation vivante. Et une relation vivante, ça se nourrit de présence, pas de perfection. Avant de finir cet épisode, j'aimerais que vous gardiez une chose en tête. Si vous deviez retenir une seule idée de cet épisode, ce serait celle-ci. Le parent parfait n'existe pas, mais le parent présent, lui, change tout. Chercher à être parfait peut donner l'illusion de bien faire, mais très souvent, ce qui nourrit vraiment la relation avec nos enfants, ce n'est pas la performance, c'est la présence, la justesse, l'authenticité. Alors si cet épisode a remué quelque chose chez vous, si vous êtes reconnu dans ce fantasme du parent parfait ou dans la fatigue qu'il peut provoquer, prenez-le comme une invitation. Pas à faire mieux, mais à faire juste plus vous. Si vous avez envie de continuer cette réflexion, d'autres épisodes de l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui prolongent ces questions. Sur le doute parental, sur la charge mentale, sur la place du parent, et sur la relation vivante avec nos enfants. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous pensez que celui-ci pourrait faire du bien à notre parent, n'hésitez pas à lui partager. Parce que la parentalité n'est pas un rôle à réussir, c'est un chemin à parcourir. Alors à bientôt dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui.